Bonsoir à tous. Ce soir, un sujet que nous allons traiter un petit peu particulièrement, de façon un peu particulière, parce que vous allez voir qu'en fait, on va assez peu, pour une fois, parler de la Bible. On va prendre un sujet, on va un petit peu le décortiquer à la méthode donnée par la Bible, on va dire, et on va voir ce qu'il en résulte et qu'est-ce qu'on peut en retirer ensuite. Alors, en introduction, je souhaitais dire quelques petites choses en préalable, qui sont logiques, cependant je préfère les dire. Cette vidéo n'a aucunement l'intention d'attaquer qui que ce soit, c'est-à-dire qu'en fait on va forcément remettre des choses en cause, des points de vue, des positions, des affirmations. Mon but n'est pas de remettre quelqu'un en cause, qui que ce soit d'ailleurs. Le but est que nous puissions parler à la lumière de la parole de Dieu, de la vérité. La plupart de ceux qui croient certaines théories estiment sincèrement que nous sommes en danger. C'est-à-dire qu'on va parler de certaines théories du complot. Certaines personnes croient sincèrement qu'elles ont un devoir de nous avertir des dangers pour lesquels elles sont convaincues que quelque chose de grave se passe. Donc, l'objectif n'est pas du tout ni d'avoir une quelconque ressentiment envers ces personnes, ni un quelconque, je dirais, mauvais sentiment qui pourrait être perçu comme un sentiment de moquerie ou quoi. C'est pas du tout le cas. Mais je tiens absolument à souligner qu'il faut faire attention à ce que nous disons à des personnes qui affirment des choses qui peuvent paraître complètement étranges. Donc voilà, je voulais le souligner. Je veux aussi souligner que la plupart de ceux qui croient certaines théories désirent vraiment nous alerter. Donc c'est vraiment un souhait de leur part. En fait, ils sont sincères. La plupart, pas tous, on va le voir. On va voir que pas tous. Ensuite, il y a un point important aussi, c'est que être abusé par une information erronée ou par des gens malhonnêtes, avec malhonnête avec un S, est arrivé à tout le monde. C'est-à-dire qu'on s'est tous fait avoir un jour. On a tous un jour cru quelque chose parce que l'information nous avait été donnée, parce qu'elle avait été répétée peut-être, j'en sais rien, mais donc on l'a cru et on s'est rendu compte plus tard qu'on s'est trompé. Donc quelqu'un qui se trompe n'est pas à ridiculiser. On peut avoir des personnes qui sont sincèrement dans l'erreur. Aucune organisation ni aucun partisan de telle ou telle théorie n'a exercé une quelconque pression dans l'exposé qui suit. C'est-à-dire que je n'ai pas reçu de lettres, de vidéos, de clés USB, de rendez-vous, de quoi que ce soit, d'argent, enfin j'en sais rien. Parce que souvent c'est l'argument, c'est dès qu'on commence à parler de certaines choses, dire, ah oui mais tu es vendu, tu as été acheté. Je tiens à souligner que je suis totalement indépendant de tout ce qui va, de toutes sortes d'organisations, de mouvements ou quoi que ce soit. Voilà. Ça peut paraître simple, évident, mais pour ce sujet-là, je préférais le souligner parce que dans les commentaires, ça part vraiment dans tous les sens. Dans tous les sens. Maintenant, lisons un passage de la parole de Dieu, cette introduction faite. Actes, chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est une attitude, l'attitude des Béréens, qui était formidable. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Le terme grec qui désigne ces sentiments nobles, eugenes, signifie deux choses. Un premier aspect qui est l'aspect moral, désigne des dispositions morales nobles et généreuses. C'est des gens qui avaient une disposition morale, éthique, on pourrait presque dire, d'ouverture et qui était agréable. Et désigne aussi des dispositions intellectuelles de prudence et d'ouverture. Là, je souligne, ce terme ne signifie pas que les gens étaient des très intelligents et que c'était dommage pour les autres. Ce terme dit que ces personnes aberrées avaient cette disposition intellectuelle de rechercher, ils étaient prudents et ouverts. C'est-à-dire que souvent, on oppose ces deux termes. Quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un qui est fermé. Non. On peut être totalement ouvert, mais très prudent. On peut être totalement ouvert aux arguments, à différentes idées, même nouvelles, mais on peut être prudent. Et il faut l'être.
D'ailleurs, Jésus lui-même nous demande d'être prudent, et il prend 2 exemples, la colombe et le serpent, pour ces 2 animaux qui sont très prudents, enfin, du moins qui réagissent très, très vite. Donc nous devons nous aussi réagir très, très vite quand il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et qui nous éloigne de la vérité et de la lumière de Dieu. Donc ici, on retrouve ces deux sentiments d'ailleurs chez les Béréens, puisque c'est la disposition morale, c'est qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, donc ils étaient moralement ouverts, ils n'étaient pas bloqués, ils n'étaient pas complètement fermés, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Là, on a la disposition intellectuelle de prudence et d'ouverture. Les deux. Les deux. Ces Juifs dont il est question ici, ils reçurent avec empressement la parole de Dieu et son message. Donc, c'est les gens de Bérée. Ça nous est écrit dans le texte. Ceux de Thessalonique reçurent avec empressement la parole de Dieu et son message aussi. 1 Thessalonique, chapitre 2, verset 13. Donc, ça veut dire qu'on a le même cas de figure. Les Juifs de Bérée attendaient le retour de Jésus-Christ comme une certitude. Les Juifs de Thessalonique attendaient aussi le retour de Jésus-Christ comme une certitude. Et les Juifs de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et là, par contre, ça manque pour les Thessaloniciens. Alors, je vais faire juste un petit aparté que je n'ai pas mis sur le diaporama, mais quand on dit qu'ils attendaient le retour de Jésus-Christ comme une certitude, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient centrés sur Christ, sur l'œuvre de Christ, évidemment, et sur son retour. Quand on lit les 2 épîtres aux Thessaloniciens, on se rend compte qu'à un moment donné, les Thessaloniciens sont devenus hyper axés sur le retour de Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu leur point central numéro 1, jusqu'à en oublier certains points fondamentaux de la vie chrétienne. C'est-à-dire que le retour de Christ, oui, nous l'attendons avec certitude, mais ce n'est pas le point fondamental où toute notre attention est tournée dessus. D'accord? Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul, on voit bien l'évolution entre la première épître et la deuxième épître aux Thessaloniciens, où l'apôtre Paul remet un peu en place les choses, et ensuite il confirme ce qui doit être. Donc ça, c'est pour montrer que le retour de Christ est une certitude, mais il ne doit pas être le point central de toute notre attention. Sinon, ça va devenir un peu le terreau à toutes sortes de choses curieuses, dont on va parler tout à l'heure. Les chrétiens de Bérée examinaient chaque jour les Écritures, examinaient anacrino. Anacrino, qui veut dire faire des recherches, examiner, s'enquérir de, scruter, interroger, cribler, questionner. Donc là, on a vraiment l'enquête. C'est quasiment des enquêtes, en fait, à chaque fois qu'il y avait un sujet qui leur paraissait surprenant, important, bref, ils enquêtaient sur le sujet. Chaque jour, ils donc scrutaient les Écritures. Alors, grapher. Grapher désigne ce qui est écrit, littéralement en grec, désigne ce qui est écrit. Gravé désigne ce qui est juridiquement digne de foi. Désigne ce qui est archivé et qui peut servir de preuve. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de l'épître aux Thessaloniciens, c'est-à-dire en 52 après Jésus-Christ, approximativement, le canon biblique n'était pas établi. Quand on dit les Écritures, oui, il y avait l'Ancien Testament, mais toutes les épîtres, les évangiles, tout ça, ce n'était pas établi comme étant le canon. Il y avait des textes, mais il n'y avait pas que ces textes. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que les Béréens faisaient des recherches dans tous les documents juridiquement reconnus comme fiables pour vérifier ce qui leur était annoncé. Littéralement, ce que ça veut dire. Or, nous savons aujourd'hui, parce que nous avons des traces, qu'il existe, aujourd'hui il existe, donc il en existait plus, mais il existe aujourd'hui des centaines de textes d'historiens, de philosophes et de juifs des premiers siècles, donc même des textes qui datent de 50, voire avant, donc entre la mort de Christ et 50, bon là il n'y en a pas des centaines, mais il y en a, donc Flavius Joséphée par exemple, ou Pline, qui mentionne ou parle de Jésus-Christ, de son œuvre, ou de l'Église, ou des disciples. Il n'y a pas que la Bible qui parle de Jésus. Donc il y a des choses qui pouvaient être dites, comme par exemple que Jésus s'est manifesté à 500 disciples,
qui pouvaient être vérifiés, puisqu'à l'époque, parmi les 500, ils étaient encore vivants. Donc on pouvait aller faire voir. D'ailleurs, qu'est-ce que fait Luc dans l'évangile de Luc? Il dit, ô excellent Théophile, après avoir très sérieusement fait des recherches. Ces recherches, il ne les a pas fait que dans les Écritures. Il les a fait partout où il a pu trouver des documents, des témoignages qui étaient fiables et qui étaient démontrés comme fiables. Donc, cette expression employée pour les Béréens insiste sur... Alors, nous, on a une tendance à le voir d'une façon très, très, très cloisonnée, rester dans les Écritures, mais le texte biblique n'explicite pas de façon catégorique qu'il s'agit uniquement des textes, entre guillemets, des textes sacrés. D'accord? Donc, au contraire même, si ça avait été le cas, il n'y aurait pas eu que Graphée tout seul, ou Graphas, ici avec la déclinaison et les accords, mais il y aurait eu d'autres termes qui auraient montré que ça aurait été quelque chose qui était sacré. Or là, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'on a bien le terme grec dans son sens fondamental de quelque chose de juridiquement vrai. Et d'ailleurs, les écritures qui sont la parole de Dieu sont des écrits qui sont fiables, qui sont des preuves de ce qui s'est passé. Donc, l'attitude des Béréens, contrairement à l'attitude des Thessaloniciens, les Thessaloniciens se basaient surtout sur le sensationnel, sur la tradition, sur ce qu'on avait dit, sur ce qui a été dit, puisqu'on pourrait l'étudier dans l'Épître aux Thessaloniciens, et on verrait qu'il y a vraiment un impact important de la tradition, de ce qui était dit. Il a été dit que, on dit que, ah oui, puis ça y est, ça part. Alors que les Béréens, c'est pas du tout ça. C'est basé sur des choses solides. Nous avons vu dans une étude précédente, il n'y a pas très longtemps, qu'il y a deux façons de voir les choses. Comme Jéthro, comme Moïse. Voir le chrétien et la politique, pouvoir contre pouvoir. Donc là, j'en parle juste un tout petit peu parce qu'il y a deux visions des choses qui vont s'opposer. Et la vision de Jéthro, une vision centrée sur l'homme qui est le centre de tout et qui est fait de... j'ai écrit quoi là? Une vision centrée sur l'homme qui est le centre de tout ce qui est, voilà. L'homme est le centre de tout ce qui est fait, pardon, et de tout ce qui se fait. C'est-à-dire, en fait, c'est l'homme qui est vraiment acteur pour lui-même de tout ce qui se passe. Ça, c'est la vision de Jéthro. La vision de Moïse, la vision biblique, divine, une vision centrée sur le Messie, qui est le centre de tout ce qui est, et tout ce qui est fait, et de tout ce qui se fait. On voit la différence. Donc, il y a deux visions. Une vision où c'est l'homme qui est au centre de tout, et qui fait tout, et qui gère tout, et dont le but est tout. Voilà. Et l'autre, c'est le Messie. Deutéronome chapitre 1, verset 13. « Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. » Des hommes sages, intelligents et connus. Moïse exhorte le peuple et donne des éléments de choix. Des hommes anazim. On a vu que des hommes sages anazim. On a vu qu'en hébreu, ce sont des hommes, des personnes, hommes ou femmes, plébiscités par un groupe. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va être la suite concerne des hommes et des femmes, ou des femmes. Il n'est pas question de parité, il est question d'équité, c'est-à-dire que chacun est reconnu dans son domaine de compétences pour ses compétences. Petite remarque, les textes récents, donc les manuscrits récents, portent le mot de Enoshim, qui désigne uniquement des hommes. Mais les manuscrits anciens, eux, portent Anazim, donc homme ou femme. Donc sage, ces hommes ou ces femmes sages désignent des personnes constructives et plébiscitées pour leur qualité de gestionnaire de crise. Intelligent désigne des personnes plébiscitées pour leur vie engagée avec Dieu et dans la connaissance de la parole de Dieu. Là, c'est un résumé par rapport à ce que nous avons vu lors de l'étude. Je n'explicite pas tout. Connu désigne des personnes plébiscitées pour leur expertise technique, pratique, dans des domaines techniques. Donc là, on n'est pas dans le domaine spirituel, on est dans le domaine technique. Les verbes qui désignent quelqu'un d'intelligent et connu sont des verbes conjugués au participe. Ça veut dire dont la qualité est manifestée dans le temps présent, qui sont actuellement, parce que vous avez des gens qui ont été experts il y a 50 ans d'un sujet. Je vais prendre un exemple tout bête. Imaginons quelqu'un, parce que ça a été, peut-être qu'on en parlera, parce que c'est le cas aujourd'hui, quelqu'un qui a été soi-disant expert, encore c'est même pas démontré, il y a 50 ans dans l'aéronautique spatiale, et qui aujourd'hui continue
à annoncer des choses alors que ça fait 50 ans qu'il n'est plus du tout dans le domaine. Son domaine d'expertise peut être mis en doute. En fait, il n'a pas suivi l'évolution. Et en particulier, il y a des personnes qui parlent de certaines sociétés, qui disent ouais, telle société, c'est pas possible. Elle dit avoir fait ça, par exemple, dans l'espace, alors que c'est pas possible, parce que à l'époque où j'y étais, c'était pas possible. Évidemment, ça fait 40 ans. Donc, ça fait 40 ans, et c'est sûr qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles. Donc voilà, donc le texte biblique insiste sur une expertise technique présente et reconnue. Et si ces qualités ne sont plus manifestées, la nomination doit être revue, c'est-à-dire qu'il faut que cette personne perd son titre d'expert. Il n'y a pas de notion péjorative, c'est juste que voilà, il arrive tous à un moment donné où on va perdre cette qualité d'expert dans un domaine donné parce qu'on n'y est plus. Maintenant, on va parler d'un sujet. On va prendre un sujet. J'en avais, on va en parler à la fin, j'en avais, je dirais, foison de sujets. Je vais en prendre un. Je vais prendre les chemtrails. Les chemtrails, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont très au courant, puis il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Les chemtrails, c'est quoi? Les avions laissent derrière eux des traînées blanches dans le ciel. Vous avez déjà vu dans le ciel des traînées blanches d'avions qui passent, puis ça fait une grande traînée, plus, des fois pas grande, des fois grande, bref. En aéronautique, ces traînées s'appellent des contrails. Contrails, con qui est de condensation, condensation, et trails qui veut dire en anglais traîner. Donc c'est un mot qui a été formé de deux parties, en fait, pour condenser, c'est le cas de le dire, le mot de contrails, donc c'est-à-dire des traînées de condensation. Désigne des traînées de condensation. Les réacteurs de l'avion rejettent de l'air chaud. Tout simplement. L'air chaud rencontre l'air froid et humide en altitude, générant de la condensation. La condensation générant des cristaux de glace parce que l'air est très très froid, un cristaux de glace, laissant une traînée blanche derrière l'avion. Tout simplement. Donc on appelle ça des contrails. On remarque que les traînées de condensation ne sont pas relâchées par l'avion. Nous remarquons qu'il y a un espace entre l'avion et la traînée blanche. Ici, il y a un espace. D'accord ? Ça va être un argument qui est utilisé pour dire, certains affirment à partir de ça, entre autres, on va en avoir d'autres, qu'il s'agirait en fait de chemtrails. Chemtrails, un mot formé de chemical, du début de chemical, donc chimique, et trails, traînées. Donc des traînées de produits chimiques. Donc pour certaines personnes, il ne s'agit pas de contrails, mais de chemtrails, c'est-à-dire des traînées de produits chimiques. Il s'agirait d'une véritable conspiration, parce qu'en fait, tous les avions du monde relâcheraient des chemtrails. Mais pour quel but? Alors, parce que ça, on en entend parler, donc la question que je pose à ces gens-là, je dis, mais pourquoi ces avions-là largueraient-ils des produits chimiques dans l'air? Alors, il y a plusieurs réponses possibles, c'est même pas homogène. Je donne les deux principales. Soit pour détruire toute ou partie de l'espèce humaine, soit pour contrôler et maintenir artificiellement le climat terrestre. Ouais, pas plus, pas moins. Le programme serait militaire ou civil ou les deux. Alors ça va dépendre des gens que vous allez voir. Certains vont vous dire que c'est civil, d'autres vont vous dire que c'est militaire, d'autres vont vous dire que c'est les deux. C'est top secret. En tout cas, c'est top secret. Donc il y a des millions de pilotes, il y a des millions d'avions, il y a des millions de personnel au sol, il y a des millions de personnes qui sont dans le secret. Ces produits chimiques, chemical, il s'agirait de projections de microparticules dans l'atmosphère qui rejetteraient une partie des rayonnements solaires dans l'espace. Alors là, on a aussi les deux versions, qui stériliseraient la population via des métaux lourds rejetés. Là, je vous fais un résumé, parce que des variantes, il y en a beaucoup. Je ne vais pas passer la soirée, donc je vous fais juste un résumé sur quand même les deux grands axes. Donc ici, on nous dit que c'est cette intention de stériliser la population mondiale pour en limiter le nombre,
ou le souhait de gérer le climat est clairement écrit sur les Georgia Guidestones, qu'on appelle aussi les Stone Age américains. Ce sont des plaques de granit qui sont gravées et c'est écrit dessus. Ça montre que c'est vraiment sérieux quand même. Alors voilà les Georgia Guidestones. Une simple petite recherche, hein. Juste taper Georgia Guidestones et on obtient que c'est un monument en granit érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis, en Géorgie, par la firme Elberton Granite Finishing Company, sur commande d'un anonyme se présentant sous le nom de R.C. Christian, pseudonyme allégorique pour Christian Rosenkreuz ou Christian Rosecroix. Ils sont inscrites 10 règles de bonheur sur Terre. Donc c'est un monsieur qui avait de l'argent à dépenser et qui a fait construire ces Georgia Guidestones en gravant dessus un peu l'équivalent des 10 commandements, mais pour que l'homme soit heureux. Et sur l'un des 10 commandements, il dit qu'il ne doit pas y avoir plus de 500 millions d'habitants sur Terre. Ça, c'est une preuve formelle du complot mondial, parce que dans un champ, il y a un Américain qui a érigé 2 plaques de granit avec écrit dessus qu'il ne doit pas y avoir plus de 500 millions d'habitants sur Terre pour que l'homme puisse vivre heureux. Ça, c'est l'une des preuves avancées par ceux qui affirment que les avions relâchent des chemtrails. Certains associent les chemtrails avec la création de la station de recherche climatique HAARP. Alors, je ne vais pas en parler trop de cette station, parce qu'il y a beaucoup à dire. Elle permettrait d'utiliser des fréquences vibratoires des nanoparticules des chemtrails pour contrôler le climat, voire pour manipuler le cerveau de la population. Très fort. Très, très fort. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une station de recherche climatique, parce que certains sont très inquiets sur l'évolution du climat et cherchent, en effet, à essayer de le comprendre pour voir comment on peut gérer la chose. Et donc, ça, c'est fait partie du complot pour gérer la population, et au travers d'un phénomène de fréquence vibratoire des nanoparticules qui sont dans l'air, on pourrait gérer le cerveau des gens. Maintenant, quand vous lisez tout ça, c'est toujours ils. Ils font ceci, ils veulent faire ça, ils. Alors quand on cherche qui sont ces ils, alors ce sont des méchants, ce sont des gens qui ne sont pas gentils, ce sont des riches en général, hein, des gens très importants, ils. Et quand on cherche, il faut vraiment chercher par contre là, parce que là par contre c'est un peu plus compliqué. Et en fait, ce sont des Illuminati sionistes. Donc c'est-à-dire ce sont des Illuminati qui sont pour le rétablissement du pays d'Israël. Donc c'est les méchants. Là, je renvoie vers notre étude sur la théorie du complot mondial ou les Illuminati, théorie complotiste, pour voir un petit peu tous les tenants et les aboutissants de cette théorie des Illuminati. Alors souvent, on dit les Illuminati, on ne va pas jusqu'aux sionistes. Mais quand on regarde, quand on creuse vraiment, et qu'on regarde et qu'on va jusqu'au bout, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, on voit qu'en fait, tout aboutit forcément à des juifs malveillants qui veulent gérer le monde et qui veulent rétablir une toute-puissance d'un pays d'Israël sur l'humanité. Voilà. C'est la théorie du complot mondial. Les chemtrails. On nous dit que près de 40% des Américains croient en ce complot mondial. Alors, c'est sérieux. Dont 10% affirment en être totalement persuadés. Ah, c'est quand même important. Résultat issu d'une étude Harvard, publiée en 2017 dans la revue Nature, et réalisée sur un échantillon de 36 000 personnes. Donc, ils n'ont pas pris juste 150 personnes dans un quartier. Ils ont pris 36 000 personnes, ils ont fait des mois de consultation pour arriver à ce résultat. Donc, c'est énorme. C'est la raison pour laquelle j'ai pris les chemtrails comme base pour ce soir, et non pas, par exemple, la théorie de la Terre plate. Puisque la théorie de la Terre plate, je vais en parler un petit peu, hein, mais je n'ai pas tout basé, enfin, toute la démonstration sur la Terre plate. J'aurais pu. On nous dit que 9% des Français pensent que la Terre pourrait être en effet plate. Alors c'est impressionnant, parce qu'on se dit, moi j'ai du mal
autour de moi, je ne vois pas une personne sur 10 penser que la Terre est plate. En fait, quand on regarde le sondage de près, le sondage était formulé ainsi. Il y avait 10 théories du complot et il fallait que les personnes sondées choisissent celle qui leur paraissait être la plus probable parmi les 10. Et parmi les 10, 9% de ceux qui ont dit que qu'il était probable qu'il y ait une des 10 qui soit un complot, bref, c'était 9%. Donc ça, c'est très très loin des 9% de la population. C'est 9% des gens qui pensent qu'il y a un complot mondial. Voilà. Ceci étant, j'ai pris les chemtrails parce que les chemtrails, ça touche beaucoup de monde en raison d'un lobbying très très important. De nombreux instituts se créent contre les chemtrails. On a alors j'avais donné les plus gros, mais il y en a plein. Le Carnicom Institute, Research for the Benefit of Humanity, donc qui se présente comme étant une association de recherche pour le bénéfice de l'humanité. Un beau titre. Alors là, Axel Pitka, Association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique. C'est en France. On a les Guardacielos, Mira el Cielo, Protege tu Vida, la plateforme internationale contre la modification climatique, la géoingénierie, HARP, etc. À la fin du du diaporama, il y aura une bibliographie assez importante avec toutes les références. Le lobbying intensif atteint même la sphère politique. C'est-à-dire qu'il y a un lobbying qui est très très important, avec pratiquement un harcèlement, je dirais. Des membres des Guardacielos, donc la plus grosse association espagnole, ont pu s'exprimer au Parlement européen. Certains députés français, comme Joël Giraud, et là j'ai mis la référence, question numéro 4050, publiée au JO du 12-11-2013, parce qu'il faut donner ces références, en ont parlé à l'Assemblée nationale et ont posé la question au gouvernement, qui a répondu officiellement qu'il s'agissait des chemtrails, et que c'était une condensation et qu'il n'y avait pas de produits chimiques dans les chemtrails. Donc c'est pour montrer que c'est quelque chose qu'il faut montrer. Alors le problème, c'est qu'en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a un lobbying énorme qui est fait. Certaines personnes arrivent à rentrer dans la sphère politique avec cette idée. Et du coup, on dit, mais regardez, c'est vrai, parce qu'ils sont dans la sphère politique. Donc en fait, on tourne en rond. Cette théorie, alors maintenant, on va la regarder d'un peu plus près. Cette théorie est devenue populaire en 2010. On va faire ce que la parole de Dieu nous demande, c'est-à-dire on va faire comme les Béréens, non pas sceptiques, non pas pour dire c'est faux, et on va démontrer que c'est faux. On va regarder les éléments qui vont nous permettre de nous positionner si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Cette théorie est devenue populaire en 2010, mais elle existe depuis le début des années 2000, donc c'est 10 ans plus tôt. On établit son origine en 1996, précisément. Publication du rapport de l'Université de l'air américaine intitulé, j'ai traduit, « Posséder le climat en 2025 ». J'ai mis les références, elle est téléchargeable en PDF sur Internet. Tout ce qui est gris, tout ce que j'ai grisé, ce sont des points forts de l'argumentation pour dire que ce sont des chemtrails. Donc ce document, ce rapport de l'Université de l'air américaine, est une preuve accablante du fait qu'il existe des produits chimiques largués par les avions. Les militaires américains, donc dans ce rapport, suggèrent de reprendre les recherches sur le climat abandonnées dans les années 1970. Objectif, pourquoi faire? C'est clairement écrit, c'est pour espérer pouvoir peut-être gérer le climat en 2025. C'est-à-dire qu'en 1996, les militaires disent, on a fait des recherches dans les années 70, à des buts militaires, sur la gestion du climat. L'objectif, je ne sais pas si je l'ai mis, mais l'objectif, ça a été surtout par rapport à la guerre du Vietnam, c'était là les premiers essais, c'était d'empêcher les Viet Cong de se ravitailler en armes au niveau du Laos et du Cambodge, et donc c'était d'essayer de faire pleuvoir des pluies torrentielles sur les routes principales pour que les véhicules s'embourbent et ne puissent pas amener les armes. C'est ça les premières études qui ont été faites sur la gestion du climat local. Et donc les militaires, là, dans ce rapport, disent il faut qu'on aille plus loin parce que si on continue les recherches, peut-être qu'en 2025, on pourra gérer le climat.
Le rapport souligne qu'en reprenant les recherches en 1996, on ne pourrait pas gérer le climat avant 2025 au mieux. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'est l'origine des chemtrails? Puisque c'était pas possible. Dans le rapport, ils disent qu'on ne sait pas le faire. Mais qu'en faisant des recherches, peut-être. Là, au niveau mondial, d'un seul coup, depuis 1996, on a des chemtrails. C'est depuis cette date que les traînées persistantes des chemtrails sont visibles. C'est-à-dire qu'en fait, avant, les traînées des chemtrails, c'était les contrails avant, et la preuve, c'est qu'elles s'effaçaient rapidement. Alors que depuis 1996, les gens se rappellent bien que ça ne s'efface plus. Ça reste longtemps. Les traînées des contrails étant inversement éphémères. Voilà, on nous dit que les chemtrails, on les reconnaît tout de suite, parce que les chemtrails, ça dure longtemps dans le ciel, alors que les contrails, ça ne dure pas longtemps. Un site américain montre que les traînées des contrails ont toujours été présentes dans le ciel. Il y a quelqu'un qui a fait des recherches, je donne son site dans les références pour les voir. Identification dans des livres édités avant 1996. Avant 1996, il y a des livres qui parlent des contrails persistants. On a Clouds on Weather, édité en 1969. On a Cloud Studies in Color, édité en 1967. Cloud Study, a Pictorial Guide, édité en 1957, etc., etc. Ça veut dire que on a de très, très nombreux ouvrages scientifiques et techniques qui parlent des contrails et qui dit qu'il existe des contrails persistants et des contrails éphémères avant 1996. Donc l'argument de dire que c'est depuis 1996 que c'est persistant, c'est faux. Ensuite, on a des vidéos qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette vidéo, on a des patrouilleurs de la marine allemande qui observaient les contrails pour détecter le passage d'avions en altitude, parce qu'il y a des contrails persistants. Donc quand ils regardaient, ils savaient qu'un avion ennemi était passé, et donc ils pouvaient essayer de le pister pour essayer de l'attaquer. Et ça, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire bien avant 1996. Selon les conditions météorologiques, nous savons aujourd'hui, alors je ne vais pas faire la démonstration, mais que les traînées sont persistantes ou éphémères. Cela ne dépend que des conditions météorologiques, température, pression, vent, delta T, différence de température, etc. Oui, mais on nous dit, oui, mais il y a quand même beaucoup plus de traînées qu'avant. Parce qu'avant 1996, il n'y avait pas beaucoup des traînées. Mais depuis, qu'est-ce qu'il y en a? Évolution du nombre de passagers aériens en millions. Juste comme ça, pour voir. On est passé en 1959 de 100 millions de passagers, et en 2013, on était à plus de 3,2 milliards. Ce qui équivaut approximativement à 33 millions de vols. Oui, il y a plus de traînées, parce qu'il y a plus d'avions, parce qu'il y a plus de gens à transporter. Aucun rapport avec une expansion d'un schéma de chemtrails. Oui, mais la géo-ingénierie existe. La géo-ingénierie, c'est quoi? Ensemble des techniques qui visent à manipuler et modifier le climat et l'environnement de la Terre, et par extension d'une planète en première intention à grande échelle. C'est-à-dire que ce sont des études qui essayent de voir comment est-ce qu'on peut gérer le climat. Oui, ça existe. Et vous remarquerez que ceux qui sont les partisans des chemtrails dérivent tout de suite en prenant comme preuve, oui, mais la géo-ingénierie existe. C'est comme si on nous disait, les produits chimiques existent. Ça prouve que l'humanité va être empoisonnée. Pas forcément. Le but de la géo-ingénierie, c'est lequel? Trouver une solution technique au réchauffement climatique. C'est le but. Tout le monde a peur du réchauffement climatique. Il y a une étude sur le sujet. Ceux qui veulent aller voir peuvent aller. En tout cas, c'est un lobby actuellement qui existe. Le but originel est américain, pas américaine. Le but originel est américain, la géo-ingénierie. Faire pleuvoir artificiellement sur la piste aéronautique d'Ho Chi Minh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au Vietnam, durant la guerre du Vietnam, pour l'embourber et éviter le transport de matériel militaire provenant du Laos ou du Cambodge. En larguant de l'iodure d'argent, AGI, en altitude. La technique d'ensemencement des nuages, on appelle ça la technique d'ensemencement des nuages,
est aujourd'hui utilisée très localement. De façon locale, elle est très utilisée, c'est vrai, pas d'un point de vue mondial, parce que c'est totalement impossible, parce qu'il faudrait gérer tout, enfin, on va en parler juste après, mais d'un point de vue local, en Chine, au Maroc, au Burkina Faso et plusieurs pays subsahariens utilisent cette technique pour limiter la sécheresse dans certaines localités. Pour limiter la sécheresse. Donc là, on est loin de tuer l'humanité. Hein. La première utilisation de l'iodure d'argent pour lutter contre la sécheresse eut lieu à New York en 1946. Il y avait une sécheresse terrible. Et donc, en projetant dans l'air de l'iodure d'argent, ça a permis de forcer la condensation des gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Et donc, condensation égale pluie, puisque la goutte devient un peu plus lourde et elle arrive à une taille critique qui fait qu'elle tombe, il pleut. Donc, ça a permis de lutter contre la sécheresse à New York. En Europe, en France en particulier et en Suisse, ainsi qu'au Canada, cette technique permet de limiter les pluies de grêle et de réduire les dégâts considérables occasionnés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est utilisé, on est loin pour l'éradication de la population, puisque c'est utilisé localement, en particulier sur des vignobles ou des zones agricoles importantes. Quand il y a des risques importants de grêle, on utilise cette technique. Des essais sont aussi menés pour réduire la pollution atmosphérique de certaines grandes villes. C'est-à-dire qu'il y a des essais qui ont été faits sur Paris, dans les pics de pollution, de projeter de l'iodure d'argent en périphérie pour qu'il y ait de la pluie et pour que la pluie abatte la pollution atmosphérique au sol. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais ça veut dire, parce que la pollution, on ne la fait pas disparaître, mais ça veut dire qu'on évite à la population de respirer cette pollution. Donc voilà, donc on a des pluies qui tombent et qui limitent la pollution atmosphérique. Efficacité du procédé, c'est-à-dire que voilà, on le fait, mais est-ce que c'est efficace? L'efficacité fluctue entre 5 et 20% selon les régions et l'environnement météorologique. C'est très fluctuant, donc on a quand même une rentabilité, enfin, une efficacité qui est quand même très faible, parce que quand on arrive à 5%, on est loin d'une super efficacité. Ceci étant, ça marche. Alors après, il y a des gens qui vont utiliser cette technique pour des motifs un petit peu moins écolos. Hein, on a par exemple les Russes, quand il y a des grandes cérémonies nationales et qu'il ne faut surtout pas qu'il pleuve, 2 jours avant, on relâche dans l'air de l'iodure d'argent, on fait pleuvoir et comme ça, on est sûr que pendant la cérémonie, il ne pleut pas. C'est ce qu'ont fait aussi les Chinois pendant les JO en Chine. Ils ont fait pleuvoir tout autour de Pékin, de telle sorte que pendant les JO, il ne pleuve pas. Voilà, par exemple. Donc, mais on est loin d'une gestion de la population. Hein. On est très, très loin de tout ça. Il existe un site qui, en temps réel, montre les lieux où sont effectuées des recherches sur le climat. C'est-à-dire qu'il existe un site, il est en référence aussi à la fin, qui montre en temps réel où sont toutes les localités où il y a des tests comme ça, parce que c'est référencé. Voilà une image des lieux où les tests sont faits. Donc vous pourrez aller sur le site pour les vérifier, si ce n'est pas au-dessus de chez vous. Une vidéo diffusée sur Arte est utilisée pour démontrer l'existence des chemtrails. Pareil, j'ai mis la référence dans la bibliographie à la fin. La vidéo ne mentionne jamais les chemtrails, mais parle de la géo-ingénierie. Il y a une confusion entre les deux. C'est-à-dire que l'article, la vidéo sur Arte, avait pour but de montrer un petit peu les techniques météorologiques et qu'est-ce qu'on essayait de mettre en place pour limiter les dégâts des fortes pluies de grêle, etc. Le titre de la vidéo a été changé. C'est-à-dire que le titre sur Arte, c'était la géo-ingénierie ou la météo. Et le titre, c'est Chemtrails, géo-ingénierie, Arte brise l'omerta. Bon. On voit déjà l'orientation qui a été donnée, sachant qu'il n'est jamais fait mention des chemtrails. Mais il n'y a aucun rapport entre les chemtrails et la géo-ingénierie. C'est-à-dire que dans la théorie des chemtrails, la géo-ingénierie ne rentre pas. Et d'ailleurs, la géo-ingénierie dit qu'ils sont très très loin de gérer et de comprendre comment ça marche. Et pour l'instant, on n'utilise quasiment que l'iodure d'argent. On utilise parfois d'autres petites choses avec de l'argent aussi, mais pour faire des précipitations, là, on est loin d'une contamination aux métaux lourds. Oups. Il y a de très nombreux arguments qui sont faux, détournés ou malhonnêtes. On va en prendre que quelques-uns parce qu'on pourrait y passer la nuit. Alors, on nous dit, entre guillemets,
Fuite très sérieuse à l'ONU de Rosalind Peterson, la présidente de l'Agriculture Defense Coalition. Bon. Chemtrails confirmé à l'ONU en 2007. Révélation à l'ONU en 2007 par la présidente de la défense de l'agriculture à l'ONU. Voilà les articles, il y en a plein. Voilà les titres que j'ai trouvés. Il ne s'agissait pas d'une session de l'ONU, mais il s'agissait d'une conférence sur le climat organisée par l'ONU. Déjà. L'extrait vidéo qui est montré, il ne s'agissait pas d'une session de l'ONU, mais d'une conférence sur le climat organisée par l'ONU. Rosalind Peterson ne travaille pas pour l'ONU et n'a aucun lien avec elle, jamais. Elle est une agent d'assurance agricole à la retraite. Rosalind Peterson est présentée comme la présidente de la coalition de défense de l'agriculture. C'est vrai, elle est présidente de son site web qui s'appelle la coalition de défense de l'agriculture. On sent déjà que ça perd un peu de poids. Donc, elle est intervenue dans un cycle de conférenciers au titre de sa lutte pour l'agriculture en tant que présidente de son site internet qui s'appelle la coalition de défense de l'agriculture. Rosalind Peterson ne mentionne à aucun moment les chemtrails dans sa conférence. Elle parle de l'impact de la pollution sur l'agriculture. Toute sa conférence est basée sur les risques de la pollution, de toutes sortes de pollution d'ailleurs, hein, pas uniquement aérien, hein, les produits chimiques, les engrais, etc. Donc toute sa conférence est basée sur les dangers de la pollution pour l'agriculture. Rosalind Peterson a déclaré ouvertement en 2012 qu'elle ne croyait pas du tout à la théorie des chemtrails. Elle en a fait une vidéo, parce que comme on l'a utilisé à tort et à travers pour justifier les chemtrails, eh bien, il a fallu qu'elle fasse une conférence de presse, pour dire « Je ne crois pas aux chemtrails ». Bon, donc l'argument là est franchement détourné. Les traînées permettent de refroidir le climat. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit que le climat, on essaye de refroidir le climat par les traînées. Les études prouvent le contraire, car les nuages augmentent l'effet de serre. Il y a une référence dans la bibliographie qui donne les rapports des études qui montrent que plus on va faire de traînées, et plus on va augmenter l'effet de serre, et plus on va réchauffer, et donc moins on sera bon par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Les concentrations de particules fines sont en très nette augmentation. Ce qu'on nous dit, ouais, là, attendez, il y a des mesures qui prouvent qu'on est en très nette augmentation. Alors, regardons une courbe sur les dernières années, des années 1981 jusqu'à 2005. On a l'explosion de 2 volcans qui ont projeté dans l'air énormément de particules, comme vous pouvez le constater, et que sinon, depuis, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt l'inverse, ça diminue. Il y a de nombreux avions non référencés sur les sites de suivi des vols commerciaux. C'est-à-dire qu'il existe des avions militaires qui volent et qui ne sont pas commerciaux. Vous allez sur des sites, Flight 24 par exemple, j'ai donné dans la bibliographie pareil, il y a le lien, où en temps réel, vous avez tous les avions qui volent. D'ailleurs, si vous avez un membre de votre famille ou un ami qui vole, vous pouvez suivre le vol. Vous tapez, vous cherchez le vol, et il va être identifié, et puis vous le suivez. Ça, vous savez, et puis c'est par les radars, et donc alors c'est pas tout à fait en temps réel, parfois il y a 3-4 minutes de décalage, enfin quasiment en temps réel. Et certains partisans des chemtrails font des vidéos, ils filment le ciel, ils disent regardez, je vois des avions, ils filent en courant voir le site, et regardez, ils ne sont pas référencés, c'est des avions secrets qui balancent des produits chimiques. Juste pour information, il existe des avions militaires qui volent, les avions militaires ne sont pas référencés dans les vols commerciaux civils. Donc ce n'est pas parce que, là par exemple, nous on n'habite pas très loin, enfin quelques, je sais pas, 60 ou 70 km d'une base aéronavale militaire, nous avons des avions militaires de temps en temps qui passent au-dessus de chez nous, et ce n'est pas pour autant que ce sont des avions top secrets qui balancent des produits chimiques. Donc il faut faire un peu attention, parce que justement les avions militaires par essence ne sont pas des vols commerciaux. Mais par contre, les avions militaires, eh bien, ils sont soumis aux mêmes lois de la physique, ça veut dire qu'ils ont aussi des contrails. C'est-à-dire qu'un avion militaire, il est militaire.
ils ne transportent pas des gens qui ont payé pour aller se promener, mais il y a quand même de la condensation derrière les réacteurs quand ils sont en altitude. Oui, mais il y a beaucoup plus de traînées dans l'hémisphère nord qui est justement surpeuplé. Donc on nous dit, ah oui, mais justement, la preuve, il y a beaucoup plus de traînées dans l'hémisphère nord parce qu'il y a plus de monde, donc c'est justement pour réduire la population de l'hémisphère nord par rapport à l'hémisphère sud. Ceci est vérifié par les sites de surveillance des chemtrails. Non, pardon, les contrails. Parce que vous avez des sites qui sont, parce qu'il y a des recherches sur le climat, donc vous avez des sites qui référencient par radar et par satellite toute la génération par les avions des contrails. Mais alors, par contre, les chemtrailistes vont vous dire, ah, regardez, il y a des sites de surveillance des chemtrails. Non, c'est des sites de surveillance des contrails. C'est toujours l'amalgame, en fait. C'est toujours le mélange, c'est toujours des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, voire très fausses, mais avec un petit peu de vrai. Voilà. L'hémisphère nord est justement surpeuplé. Et c'est justement là qu'il y a le plus de vols commerciaux. Parce qu'on ne va pas faire 33 millions de vols d'avions commerciaux en partance du Sahara. Il n'y a personne. Donc, en fait, c'est presque un argument irréfutable dans le sens il y a beaucoup de monde. La preuve, ils veulent tuer le monde parce qu'il y a beaucoup d'avions. Oui, mais il y a beaucoup d'avions parce qu'il y a beaucoup de monde. Enfin, c'est les vols commerciaux. On voit bien que l'argument est fallacieux. Les traînées correspondent aux axes des vols commerciaux. C'est-à-dire que si on regarde les traînées sur ce site, ça correspond aux grands axes des vols commerciaux entre l'Europe, les États-Unis, New York, enfin, voilà, tous les grands vols, quoi. Alors là, on nous dit, ah oui, mais il y a de plus en plus de nuages curieux, de formes nouvelles et inconnues. Signe de l'évolution du climat, dû aux chemtrails. D'ailleurs, cet argument est aussi utilisé par rapport au fait qu'on est à la fin des temps, parce que les choses évoluent, et puis la preuve, les nuages ont des formes bizarres. Il y a des sites comme ça, vous savez. Il existe des sites qui répertorient des centaines de formes de nuages. Quand je dis des centaines, je suis sympathique, ça pourrait être des milliers. Donc des sites de météorologie, parfois rares, donc des formations nuageuses qui sont parfois très rares, qui correspondent à des phénomènes météorologiques donnés, à des différences de pression, à des différences de température, à des rencontres entre cyclones, anticyclones, etc. Donc c'est très très complexe, surtout que la météorologie est une science complexe, mais c'est référencé. C'est pas parce que vous ou moi, je vois pour la première fois de ma vie, ou j'ai l'impression de voir pour la première fois de ma vie un nuage bizarre, que ça y est. Vous savez, pendant les années 70, c'était la folie des ovnis et des soucoupes volantes. Le nombre de soucoupes volantes qui ont été vues au Texas, c'est énorme. Énorme. Ça correspondait à une période où il y avait une pluviométrie qui était inhabituelle, et il y avait beaucoup plus de nuages, des nuages lenticulaires, qui avaient une forme un petit peu plate et ronde, en raison d'une particularité atmosphérique de cette période-là. C'est ce qui a entraîné d'ailleurs des sécheresses et des pluies torrentielles à d'autres endroits. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien de nouveau. Et vous avez des référencements de formes de nuages qui datent des années 50 et c'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors, je n'ai pas mis de photos pour ne pas perdre de temps, mais il y en a des magnifiques. Il y en a des magnifiques. Alors, on dit, oui, mais il y a des photos d'avions équipés pour larguer les chemtrails. Ah oui, oui. Alors, voilà. Une photo qui est sur le net. Regardez le tableau de bord. Qu'est-ce que vous voyez écrit sur le tableau de bord? Chemtrails, la preuve. Première remarque. On remarque que la police de caractère ne correspond pas à celle des autres indications. C'est-à-dire que chemtrails n'a pas la même police de caractère que timer, que bleed, system 2, no smoking, etc. Or, quand on connaît un tout petit peu tout ce qui est aéronautique, il y a des normes sur tout et sur les polices de caractère. C'est quand même assez curieux que juste chemtrails ne soit pas la même police de caractère. Maintenant, on va prendre un petit Photoshop, logiciel photo, fort sympathique, et on va prendre la photo et on va forcer le contraste sur Photoshop. Et on constate une zone de pixelisation différente autour du mot contrails. C'est-à-dire que contrails, on voit, je ne sais pas si j'ai mis la photo, non, je ne l'ai pas mise, parce que je me suis amusé à le faire. Et on voit ici tout autour une sorte de forme rectangulaire qui se trouve être pixelisée différemment. Bon, on peut se dire, c'est peut-être pas une preuve. Voilà. Un logiciel d'analyse d'images. Je mets les références dans la bibliographie, vous pouvez vous amuser à le faire, qui s'appelle JPEG Snoop, donc vous pouvez le chercher, un JPEG Snoop.
indique que l'image a été retouchée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lui envoie une image, par analyse des pixels, il peut dire, attention, les pixels ne sont pas dans le même ordre partout, donc ça montre qu'il y a eu une modification de l'image. Donc, alors on peut se dire, oui, mais c'est peut-être une modification de l'image parce qu'elle a été retouchée ou compressée ou décompressée ou recompressée ou recoupée, enfin bref, pour être mise sur le web. Une analyse de compression d'image, donc là c'est sur le site imageforensic.org, fait apparaître une zone nettement découpée sous le mot chemtrails, indiquant que quelque chose a été effacé. Tous ces logiciels sont en accès direct. Je commence déjà à le dire, parce que ça va être ma conclusion. Il est facile de sortir, de donner une affirmation fausse, et ça peut prendre une énergie colossale pour démontrer qu'elle est fausse. Des affirmations fausses, on peut en sortir à peu près 60 à la minute, c'est-à-dire une par seconde, quoi. Pour démontrer que tout ça, c'est faux, ça peut prendre une vie. Cependant, nous avons à vérifier. Là, je me suis amusé à vérifier. Honnêtement, personnellement, quand j'ai quelque chose, je vais vérifier. Mais j'attends pas d'avoir toute cette quantité d'informations pour me dire c'est bon, je laisse tomber. Là, je vais jusqu'au bout, parce que je sais qu'il y a des tenants de la théorie des chemtrails qui vont revenir à la charge. Oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais ceci, oui, mais cela. En effectuant des recherches sur Internet, on apprend qu'il s'agit d'un tableau de bord d'un avion Embraer ERJ 145. Comment on fait? On va sur des forums de passionnés d'aviation, on y met la photo, et là, par contre, il faut fouiller. Autant les premiers tests que j'ai faits, c'est vraiment rapide. Là, vous avez accès direct. Là, il faut vraiment fouiller. Sur le site constructeur, on peut retrouver la notice du tableau de bord. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le tableau de bord avec écrit « Sterile Light » et non pas « Chemtrails ». Oui, mais là, les chemtrails nous disent « Ah oui, mais attention, le fabricant a truqué son manuel. Il ne faut pas que ça se voit. » On peut retrouver donc des photos du tableau de bord sur Internet, au cas où le manuel d'utilisation mentirait, parce que c'est ce qu'on nous dit. Oui, mais le manuel, officiellement, officiellement c'est écrit Sterile Light, mais en vrai, c'est des chemtrails. Donc, on va sur Internet, on tape cockpit Embraer ERJ 145. Là, on y passe un certain temps pour retrouver les choses, parce qu'il y en a plein des cockpits. Et on y voit, on retrouve le Sterile Light. Voilà, je n'ai pas mis la photo, mais vous pouvez, et vous allez voir qu'on va voir le tableau de bord, et ce n'est pas Chemtrails qui est écrit, mais c'est Sterile Light. Et la photo avec Sterile Light, vous la mettez, vous la passez au crible de Photoshop et des différents logiciels, et là, il n'y a pas de retouche photo et tout va bien. Donc, ça veut dire qu'ici, on a un faux. Un faux. Carrément. Alors là, on nous dit, ah ouais, mais là, regardez, il y a des photos comme ça. Regardez, l'avion, là, il est équipé pour larguer un paquet de chemtrails. Bien. Il suffit d'enregistrer la photo et sur Google Photos, sur Google Images, vous faites rechercher la photo, vous la remettez dedans et vous regardez ce qui sort. Et qu'est-ce qui sort? Eh bien, il s'agit ici d'un avion ayant embarqué des fûts de produits chimiques à répandre dans l'atmosphère. Non, ça, c'est les chemtrails. Google, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que, oups, alors voilà, ça s'est effacé, une petite erreur, mais c'est pas grave. Google vous dit, c'est un avion qui a été équipé de fûts qui sont remplis d'eau avec des capteurs pour faire une analyse vibratoire de l'avion à l'atterrissage, dans un certain vol en fonction de l'altitude ou des vents, etc. et à l'atterrissage. Donc en fait, c'est un avion qui est équipé pour faire des tests de résistance et de comportement mécanique de l'avion. Et des photos comme ça, vous pouvez en trouver un bon paquet. Mais c'est à chaque fois des tests mécaniques de résistance de l'avion. Rien à voir avec les chemtrails. Donc ceci est faux. Ah, on dit oui, peut-être. Mais il y a des photos d'avions quand même qui larguent des produits chimiques. Ça, on le voit. En voilà une. Alors là, c'est clair. Ah, voilà, regardez. Atroce, quoi. Alors là, si ça, c'est pas des produits chimiques, hein, regardez. Non, mais c'est pas beau, ça. On est quand même, regardez. Ah, c'est atroce. Ah. Soyons sérieux. On a d'autres photos comme ça, voilà. Des images, voilà, ici. Voilà.
On voit bien hein, qu'on largue des produits chimiques quand même, de façon évidente. Là, on les voit sur l'avion, là, regardez. C'est pas des contrails, là. Hein. Surpris en flagrant délit. Remarque. Une recherche sur Internet. Faisons des recherches sur Internet, une fois de plus. Il s'agit d'un extrait d'un reportage complet sur la modification de Boeing 747 en hydravion pour intervenir plus efficacement sur des feux importants aux États-Unis, en particulier en Californie. Donc, en fait, il largue de l'eau et des produits chimiques, certes, mais pour éteindre le feu. Donc, ce sont des images qui ont été découpées d'un reportage complet qui concerne uniquement les Boeing 747 qui ont été équipés, modifiés en hydravion pour l'extinction des grands feux. Et l'image a été découpée, remontée, et on dit, regardez, c'est atroce. Et à la fin du montage, on va vous dire, et vous faites confiance à votre gouvernement, et ceci, et cela, et ceci, et cela. En fait, c'est faux. Voilà. Et pour celui-là, une petite recherche sur Internet. Il s'agit d'un extrait, pareil, il y a plusieurs extraits en fait, hein, d'émissions expliquant le fuel dumping, l'évacuation du carburant pour alléger l'avion lors de la nécessité d'un atterrissage d'urgence dans des conditions dangereuses. Ce n'est pas des chemtrails. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la pollution, hein. Mais c'est d'abord extrêmement rare. C'est quand l'avion est en surpoids par rapport à un atterrissage d'urgence dans des conditions dangereuses. Donc, il largue du kérosène pour éviter d'abord l'explosion, le feu et le poids. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Ce ne sont pas des chemtrails. Donc tout ça, c'est faux. Et on continue. J'ai bientôt fini, je vous rassure. Oui, mais il y a les chaffs relâchés par les militaires. Là, c'est top secret, c'est les militaires. Donc c'est des chaffs. Chaffs, des fines particules lâchées dans l'atmosphère, selon les chemtrails. Parce que la réalité, c'est que ce sont des leurres, des leurres pour tromper les missiles ennemis. Vous savez, c'est les avions qui lâchent des particules d'argent ou parfois des particules thermiques qui ont été chauffées pour que les missiles ne viennent pas percuter l'avion, mais se perdent dans le leurre. Déviés par les leurres. Ça existe au niveau des avions, ça existe sur les bateaux, ça existe dans les jeux, dans les jeux électroniques, etc. Les chars, enfin tout ça, il y a des leurres, quoi. Il ne s'agit pas de chemtrails. Oui, mais il y a la fausse neige qui noircit quand on la brûle. Alors ça, vous avez des vidéos qui vous montrent des gens qui disent, regardez, il a neigé, ils vont chercher de la neige, et avec un briquet, ils mettent la flamme du briquet sur la neige, et la neige ne fond pas, mais elle devient toute noire. C'est de la fausse neige. C'est de la neige chimique pour empoisonner l'humanité. J'ai pas mis la vidéo pour gagner du temps. Il s'agit du dépôt de carbone sur la neige résultant d'une combustion incomplète du gaz émis par le briquet. C'est un problème de terminal qui est donné au bac régulièrement en chimie. Pour information aussi, une boule de neige chauffée ne goûte pas immédiatement, car l'eau provenant de la fonte de la neige est d'abord absorbée par capillarité à l'intérieur de la boule de neige. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que la boule, quand vous commencez à la chauffer, elle ne goûte pas. L'eau, la neige qui fond, est aspirée par capillarité à l'intérieur, et quand la boule de neige est saturée en eau, à ce moment-là, elle commence à couler. Donc, ce n'est pas immédiat. Ça, c'est un argument pour montrer que c'est de la fausse neige. Dans les vidéos chemtrailist. C'est tout simplement une méconnaissance fondamentale de la chimie. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit maîtriser la chimie, mais ça veut dire que quand on est face à un argument comme ça, on va vérifier. Et la vérification n'est pas très difficile. Personnellement, ça m'a pris quoi ? 5 minutes pour ce point-là. Il y a d'autres points, je suis d'accord, c'est compliqué, c'est très technique. Mais là, c'est très rapide. Il ne s'agit que d'un problème de chimie en réalité. Oui, mais il y a le filament qui tombe du ciel. Vous avez des vidéos avec des gens qui vous montrent des filaments, des fils qui tombent du ciel. Et ça, c'est les chemtrails, c'est la chimie, c'est hyper toxique. La réponse, on la trouve dans C'est pas sorcier, les arachnides ou les araignées. Il s'agit de fils tissés par de petites araignées qui leur permettent d'être soulevés et transportés par les vents sur des centaines de kilomètres parfois. Donc en fait, il y a des araignées qui pondent des œufs, des petites araignées, il y a plein de petites araignées, il y a des centaines, des milliers de petites araignées qui font des petits fils et qui attendent un petit coup de vent, et quand il y a un coup de vent, ouf, et vous avez des milliers de fils d'araignées comme ça qui volent, et de temps en temps, il faut bien que ça retombe,
Et donc, c'est comme ça que les araignées se déplacent. Voilà, sur parfois des centaines de kilomètres. Ce qui est intéressant, c'est que ces fils de soie sont de véritables absorbeurs de pollution dans l'atmosphère, y compris pour les métaux lourds. Donc, quand on va faire des analyses, on va retrouver toute la pollution de l'air dans les fils. Je vous passe d'autres arguments qui sont tous aussi faux, détournés et parfois fallacieux que ceux qu'on a énoncés tout à l'heure. Je vais prendre un deuxième point très rapidement, juste très rapide, ce que je ne vais pas développer. Prenons rapidement la théorie de la Terre plate. La Terre plate. Il suffit de regarder, alors ça c'est les arguments, je passe très vite parce que on peut y passer la nuit. On peut y passer la nuit. Il suffit de regarder autour de nous pour voir que l'horizon est plat et non courbe. Il suffit de regarder autour de nous, on voit tout de suite, l'horizon est plat. La Terre n'est pas une boule, elle est plate. Pour ces gens-là, j'aurais tendance à demander comment est-ce qu'ils font pour être sûr que ce qu'ils reçoivent dans leur téléphone, ça vient bien de la personne avec qui ils communiquent. Parce qu'ils ne voient pas. Parce que les ondes, on ne les voit pas. Donc, il ne se passe rien, en fait. C'est magique. Vous avez, dans la parole de Dieu, il est dit, au sujet de Thomas, tu as vu et tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un... Si on ne se base que sur ce que l'on voit, sur ce qu'on peut toucher, sur ce qu'on peut goûter, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Comment est-ce qu'on fait pour croire qu'il y a de l'air? Enfin, bref. La Terre fait 40 000 km de circonférence. Nous, si on est grand, on fait 2,20 m. Donc la hauteur de vue est faible. Si on est dans un avion, l'avion, il n'est pas à 36 000 km d'altitude. Parce que si l'avion volait à 36 000 km d'altitude, on ne serait pas en bon état dans l'avion. Et d'ailleurs, on serait presque géostationnaire parce qu'on serait trop haut. Mais la courbure est visible lorsqu'on voit les objets disparaître à l'horizon. C'est bien connu. Le phare, dans la nuit, il ne se voit pas. Le phare que nous avons près de chez nous, en Bretagne, les gens à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils ne le voient pas. Et nous, le phare de Saint-Pierre-et-Miquelon, on ne le voit pas, même si on prend une super longue vue. Pourtant, si la Terre était plate, on devrait le voir. Alors, le contre-argument, la réponse des platistes, je s'appelle les platistes parce qu'eux appellent les gens qui pensent que la Terre est ronde, moi je pense que la Terre est ronde, les globuleux. Les globuleux. Donc moi, je suis un globuleux et eux, ils sont platistes. Donc, la disparition à l'horizon vient du fait que notre champ de vision est naturellement limité. C'est en fait, notre champ de vision, en fait, on ne voit pas loin, quoi. Mais même avec une longue vue, on ne voit pas loin. Et d'ailleurs, avec une très longue vue, on ne voit pas plus loin qu'avec une longue vue, et on ne voit pas plus loin qu'avec les yeux. Enfin bref, il y a un problème. Donc voilà, donc en fait, c'est comme ça qu'ils expliquent le fait qu'on ne voit pas jusqu'au bout. La question que j'ai envie de leur poser, c'est mais alors, comment pourrait-on voir un soleil posé à 4800 km sur le dôme céleste? Parce qu'il y a un dôme, je ne rentre pas dans les détails, hein, et le soleil est posé dessus. Il roule dessus, il roule sur le dôme. Il est à 4800 km. Donc, étant donné que notre champ de vision ne nous permet pas de voir au-delà, en ligne droite, de quelques dizaines de kilomètres, on va dire, parce que je suis sympa, comment est-ce qu'on fait pour voir le soleil? Si la Terre tournait vraiment sur elle-même vers l'ouest, l'ombre de l'éclipse de lune devrait aller vers l'est, c'est ce qu'on nous dit. Si la Terre tourne vers l'ouest, à ce moment-là, la lune, on ne devrait pas voir l'ombre aller vers l'ouest, mais vers l'est. Vous voyez, si la Terre tourne vers l'ouest. La vitesse orbitale de la Lune étant supérieure à notre vitesse de rotation, la somme des deux vitesses donne bien une ombre de la Lune se déplaçant bien vers l'ouest. Ça, c'est une méconnaissance fondamentale de certaines règles astronomiques très simples. Loi simple de la physique erronée. Ignorée, pardon. Et d'ailleurs, l'ombre portée devrait être plus grosse que la Lune. C'est-à-dire que, ici, si je prends une bougie et que j'éclaire une boule, l'ombre projetée derrière est beaucoup plus grosse que la boule. Donc ça, c'est l'argument pour dire, si c'était vraiment le cas, si tout était rond, l'ombre de la Lune devrait être plus grosse sur Terre qu'elle ne l'est. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le schéma qui est là. Le Soleil étant une sphère gigantesque, la source de lumière n'est pas un point, comme la bougie. Quand je dis une sphère gigantesque, elle fait 1,4 million de kilomètres de diamètre. Donc si je trace rapidement le Soleil
Et la Terre, ça donne à peu près ça. Et encore, j'ai un peu grossi la Terre parce que sinon on ne la verrait pas. Donc on voit bien que la source de lumière, ce n'est pas un point à l'infini. Résultat, donc là on a le Soleil, là on a la Terre, hein, ici. Tous les rayons du Soleil arrivent quasiment de façon parallèle. C'est-à-dire, en fait, ils sont parallèles quand ils arrivent sur Terre. Mais la grande distance entre la Terre et la Lune permet de rendre visible la convergence de l'ombre. Je ne rentre pas dans les détails techniques, ce n'est pas le sujet, mais en fait, c'est une évidence. Voilà, l'ombre que l'on voit, c'est celle-ci, la petite là. Bref. Méconnaissance encore des lois de la physique. Et si la Terre était plate, pourquoi les nuages sont-ils éclairés par le dessous à l'aube et au crépuscule? Parce qu'elle était plate, le Soleil est toujours au-dessus. Alors comment ça se fait qu'on ait le Soleil en dessous à l'aube et au crépuscule? Petite question pour les platistes. Deuxième petite question, pourquoi les étoiles ne sont pas les mêmes dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud? Parce que si la Terre était plate, on verrait tous la même voûte céleste. Donc ça ne marche pas. Comment les explorateurs ont-ils pu traverser l'Antarctique de long en large si c'est un mur de 110 000 km de long? Parce qu'en fait, puisque la Terre serait un disque, le pôle Nord, c'est bien un truc au milieu, là, et le pôle Sud, ce serait toute une bande tout autour qui fait tout le tour du disque, avec un mur infranchissable, ce qui fait un total de 110 000 km. Donc on a des explorateurs qui, avec 10 chiens, ont réussi à faire 110 000 km en 1 mois et demi. Il faut juste me l'expliquer. C'est juste pour montrer des arguments, parce qu'il y en a à foison. Il y en a à foison. Ça ne tient pas la route. Comment les centres météorologiques du monde entier se mettent-ils d'accord en temps réel sur les déplacements des nuages sur un globe qui n'existerait pas? C'est-à-dire que vous avez des sites internet, vous avez le Japon, la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Europe, la France, enfin, toutes sortes de pays qui ont des satellites géostationnaires au-dessus de leur pays pour faire des photos météo. Alors pour certains, c'est tous les 3 minutes, pour d'autres, c'est tous les 10 minutes, peu importe. Mais vous pouvez superposer les photos, parce qu'il y a des zones de recouvrement. En temps réel, vous avez toutes ces photos qui vous montrent une Terre ronde, une boule, et qui vous montrent des nuages qui se déplacent avec les forces de Coriolis, avec tout ça. Et elles vous montrent toutes les mêmes photos et les mêmes nuages dans les mêmes formes, dans les mêmes directions. Donc ça veut dire que, puisqu'ils truquent tout, il faut qu'ils truquent tout en temps réel, même quand politiquement, ils s'opposent. Il y a quand même très fort, quand même. Très, très fort. Et sans tenir compte des conflits politiques. Que, par exemple, c'est bien connu que le Japon et la Chine travaillent main dans la main dans tout ce qu'ils font, y compris sur les photos satellites, pour que les nuages aient tous la même forme, au même moment. Donc, il y a des équipes qui font que ça, qui travaillent ensemble pour savoir quelle forme au nuage on va donner sur les dessins, pour tromper les globuleux. Il faut juste être un peu sérieux quand même. On peut procéder de même pour les crop circles. Crop circles, j'aurais pu passer exactement comme les chemtrails pour démontrer de façon, mais tellement grosse que c'est du n'importe quoi et que ce sont des gens qui s'amusent. Bref. Les attentats du 11 septembre 2001, le fameux complot facile là aussi, on aurait pu passer exactement comme les chemtrails pour démontrer que ce n'est pas un complot. Ça ne veut pas dire que derrière tout ça, il n'y a pas des gens qui vont utiliser ce qui se passe pour en tirer profit. Ça, c'est un autre problème. Mais on reste sur des gens, c'est un État, c'est une société, c'est un individu. Mais on n'est pas dans un complot mondial. C'est comme parfois vous avez des vidéos qui vous disent les 10 complots mondiaux qu'on a dit ne pas être, mais qui étaient. Et on nous sort les États-Unis ont renversé le gouvernement du Venezuela en telle année. Enfin, ce n'est pas un complot mondial, c'est simplement qu'il y a un pays qui a renversé le gouvernement d'un autre pays. Et ça a toujours existé. Ce n'est pas un complot mondial, c'est juste un complot d'un pays. Il y a des sociétés qui ont fait de l'espionnage industriel, ce n'est pas le complot mondial, etc. On aurait pu parler de la zone 51 et ses secrets militaires, les fameux secrets militaires. Vous savez, il y a des secrets militaires parce qu'en fait, dans la zone 51, je fais un résumé avec un petit peu d'humour, mais il y a des extraterrestres là, qui ont été faits prisonniers là, avec des technologies, je ne vous raconte même pas. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que les personnes qui sont au courant de ça, parce qu'il y a des hauts fonctionnaires américains, des militaires qui sont au courant de tout ça, quand ils vieillissent, ils deviennent grabataires
ils deviennent dépendants, ils finissent dans des hospices, dans des états qui sont des états terribles. Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas cette super technologie des ovnis pour se faire une petite piqûre et redevenir jeune comme à 20 ans? C'est ce qu'on leur dit, ils ont cette technologie-là. Pourquoi ils ne le font pas? Vous voyez, il y a des choses qui sont du non-sens. La conquête spatiale qui serait un mensonge. Nous ne serions jamais allés sur la Lune. L'homme n'aurait pas marché sur la Lune. Pareil, j'aurais pu passer comme les chemtrails pour démontrer qu'en fait, c'est un... Le problème, c'est que les arguments qui sont avancés font fi de toutes les lois de la physique, de toutes les lois de l'astronomie. Ça raconte n'importe quoi. Dès que vous les connaissez, ces lois, vous dites, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. L'ISS n'existe pas. L'ISS, c'est la Station spatiale internationale. Vous avez des gens qui vous affirment que l'ISS n'existe pas. Si vous avez une longue vue, vous avez des sites internet qui vous disent en temps réel où elle se trouve et à quelle heure, à telle date, à quelle heure elle peut passer au-dessus de chez vous, et vous pouvez la voir. Et vous pouvez la voir. Quand on nous dit que Apollo n'est jamais allé sur la Lune, il y a des centaines, il n'y a peut-être pas des millions, il y a des centaines d'astronomes amateurs qui sont bien équipés, qui ont suivi et qui ont pu suivre ce qui se passait dans l'espace. Donc tout cela, c'est tous des gens qui sont dans le secret. Alors, il y a le satellite extraterrestre, le Chevalier Noir. Donc ça, c'est un satellite, ça fait 13 000 ans. Ça fait 13 000 ans qu'il y a un truc qui flotte au-dessus de notre tête tout autour, qui émet des sons et des ondes dont on a prouvé que c'était des messages secrets. Non, soyons sérieux. Les photos qui circulent sont des photos d'un morceau de la première navette spatiale américaine qui a carbonisé et qui a fini, qui a carbonisé en montant et qui est retombé, qui s'est carbonisé et n'existe plus. Les photos existent, on nous dit « Ah, ils ont été effacés du site !» Elles n'ont pas été effacées du site, elles ont été déplacées sur le site de la NASA parce qu'elles ont été mises justement dans un répertoire qui permet de l'archiver par rapport à la première navette spatiale et que tout ce qui concerne le fameux message secret du Chevalier Noir, donc ce satellite extraterrestre qui surveille la Terre pour peut-être ensemencer et venir nous utiliser comme nourriture, c'était pas un message extraterrestre, c'était tout simplement un champ magnétique surpuissant émis par un pulsar. Voilà, bref, on continue, hein, on continue. La mystérieuse planète invisible du système solaire qu'on appelle Nibiru ou la planète X. Voilà, il existe une planète mystérieuse qui flotte dans le... Mais elle est noire, donc on ne la voit pas et on ne peut pas la détecter. On ne peut pas la voir, mais elle est là. Voilà. Donc, il y a tout un récit qui montre que voilà. Il y a du mythe là derrière tout ça. Les enregistrements des deux frères italiens Achille et Giambattista Rudica Cordiglia, qui surprirent les conversations du couple russe Ludmila Tokov. J'ai pas mis son mari, c'est... j'ai oublié le prénom de son mari, peu importe, vous allez le retrouver sur Internet, qui serait morte avec son mari dans l'espace, en secret. Ce ne serait pas su, sauf les deux frères italiens qui, à l'époque, dans les années 50, leur mère leur avait offert une radio et avec la radio, ils avaient capté les conversations entre le couple qui était dans son Sputnik et la base russe. Eux, ils étaient en Italie. Enfin bref. Mais ça fait partie, c'est la théorie du complot, parce qu'il y a eu énormément d'astronautes qui sont morts dans l'espace et on ne le sait pas. Et on ne le sait pas, parce que c'est un complot. J'aurais pu y passer aussi la soirée. On peut parler aussi des superlunes exceptionnelles, lune rouge, les sangs et tout ça. On nous fait tout un truc, c'est des lois de l'astronomie. On raconte des choses qui sont complètement déconnectées de la réalité astronomique. Le mythe de Roswell avec les ovnis qui sont tombés, on a des photos d'ovnis qui sont en train d'être disséqués pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, et même que certains, ils avaient des combinaisons qu'on n'a jamais réussi à couper. Voilà, ça c'est le mythe de Roswell. J'aurais pu y passer la soirée aussi. L'impact probable d'un astéroïde sur la Terre. On nous sort, ça y est, qu'il y a un astéroïde qui va se scratcher, que la Terre c'est l'extermination de l'espèce humaine. Des calculs existent, et que s'il y avait un astéroïde qui se crache sur la Terre, ça ne ferait pas les dégâts qu'on nous annonce. Il y aurait certes des dégâts, surtout si ça tombe sur une zone où il y a une forte population, mais d'abord, ce n'est pas prévu. Et deuxièmement, si c'était le cas, ça ferait juste pouf. Et oui, il y aurait des dégâts localement sur une superficie sur 300 km. Mais voilà.
L'énergie libre, découverte par Tesla. Vous savez, le fameux truc, Tesla, il avait une voiture qui roulait avec rien, et tout comme ça. Il utilisait l'énergie libre. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des choses, j'aurais pu parler toute la soirée sur le sujet. Et d'autres. Que nous dit la Bible sur le complotisme? La Bible, elle nous parle d'un complot. Il y a eu un complot mondial. Genèse chapitre 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'était le complot mondial de Nimrod. Mais qu'est-ce qu'il a donné ce complot? Quelques versets plus loin. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Disperser, pouft, qui veut dire disperser, séparer, désuni. En fait, c'est plus que séparer, c'est désuni. C'est dans le sens où il n'y a pas d'union possible. Ils ne peuvent plus s'unir. Ils ne peuvent plus se réunir pour ne former qu'un peuple. Ce verbe est conjugué au parfait. Ça veut dire que l'action est totale, accomplie, unique et non répétée. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais d'union possible. Donc la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu un complot mondial, il n'y en a eu qu'un, à l'époque de Nimrod, juste après le déluge, qui fut anéanti définitivement, et depuis, il n'y en aura pas. Alors, soit on dit que le monde entier nous ment, y compris Dieu, ou alors on abandonne l'idée, tout simplement, du complot mondial. Je pense qu'en tant que chrétien, c'est plus simple. Un peu plus simple. Oups. Nous devons avoir l'attitude des Béréens, aussi et surtout dans les enseignements bibliques. Parce que cette propension un petit peu à être crédule, elle est favorisée par deux choses. Elle est favorisée par le désir du sensationnel. On aime ce qui est sensationnel. Elle est favorisée par trois choses même. Favorisée par une sorte d'ennui, parce qu'en fait, quelque part, on est dans une routine où aujourd'hui, il faut trouver quelque chose de fantastique, autre que Hollywood, que le cinéma. 3, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va faire 4 même, parce qu'il y en a un qui me vient à l'esprit. 3, comme j'ai dit tout à l'heure, ce ferment de chercher absolument le retour de Jésus par tous les moyens possibles et imaginables, en faisant fi de ce que nous dit la parole de Dieu, sur le fait que nul ne peut savoir ni le jour ni l'heure, et sur le fait que, sur la description des signes qui sont complètement à côté de ce que nous dit la parole de Dieu en règle générale. Et le 4e point, c'est aussi favorisé par la fainéantise. Parce que c'est vrai que d'aller vérifier l'information, ça demande du travail, ça demande de l'énergie, ça demande d'être comme les Béréens. Et ça, c'est tellement plus facile d'aller visionner des vidéos sur YouTube complotistes à gogo et qui vont nous donner des foules d'arguments qui ont une apparence de science, mais qui n'en ont pas. Ça, c'est terrible. Que nous dit la Bible? Dans Deutéronome, chapitre 13, versets 1 à 4, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige. » Donc là, on a vraiment affaire à un prophète. Donc il a parlé en disant, « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. » Ça, la traduction serait évidemment à étudier, mais peu importe. Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. La parole de Dieu s'adresse au peuple ici. Toi, c'est pas Moïse, c'est le peuple. Le prophète a été désigné par Dieu, mais le peuple valide la continuité de sa fonction au prophète. Selon des critères politiques, juridiques et spirituels. Juridique, ça veut dire qu'il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit spirituellement vrai. Même si il a fait des miracles hier, mais si aujourd'hui il nous dit quelque chose qui n'est pas conforme à des choses fondamentalement vérifiables, et en particulier la parole de Dieu, bien entendu, où là, ça c'est incontournable. Parce que la science, on peut dire, elle va évoluer. Elle évolue, c'est vrai. Mais la parole de Dieu, elle n'évolue pas. Donc ça, c'est le critère. Les Béréens l'avaient compris.
Les Béréens l'avaient compris. Et par rapport à la Terre plate, la parole de Dieu nous dit que la Terre est ronde, une sphère, une sphère. Chouft. Les rabbins qui lisent la Bible depuis un peu plus longtemps que nous ont jamais dit qu'elle était plate. C'est toujours écrit dans tous les commentaires qui existent, y compris les anciens commentaires très, très anciens, on va dire, que la Terre est ronde, c'est une sphère. Voilà. Et dans Deutéronome 1, 16 et 17, nous y lisons que chaque personne doit prendre garde à son jugement. Hein. Donc, il y a toute l'étude. Bon, je mettrai juste que le mot jugement ici. Voilà. La première lettre désigne une idée de vide intérieur et de dilatation extérieure. On va voir petit à petit. Indique un élément qui se détache et se met en avant des autres. Oh là là, c'est pas dans le bon ordre. Voilà, je suis obligé de. Du coup, c'est très embêtant, mais je vais être obligé de tout faire apparaître. Oups, ah ben là, c'est pas bon. Alors, il faut que je remène ça. Je vais trop vite, je reviens un tout petit peu. Bon, il en manque, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a l'étude, voir le chrétien et la politique, partie 2, la responsabilité individuelle. Ce que je voulais donner, c'est que la parole de Dieu nous donne les éléments ici. Alors, je ne sais pas, c'est possible que ça ne s'affiche plus. Donc, je vais aller remettre l'image. Voilà, j'ai remis l'image en partage. Il y a un petit souci. Maintenant, il faut que je retourne chercher. Voilà. Donc, vous devez à nouveau l'avoir à l'écran. Au travers de ce mot, donc j'invite tous ceux qui veulent avoir plus de détails à aller voir l'étude qui est déjà enregistrée, Le chrétien et la politique, partie 2, la responsabilité individuelle, comme je le disais, pour voir un petit peu qu'elle détaille les axes de jugement, de prise de décision. La parole de Dieu nous donne des éléments pour comment on peut faire pour savoir si on doit suivre ou pas. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, vous verrez que celui qui fait la promotion ou celui qui donne sa voix à quelque chose de faux portera la responsabilité devant Dieu de ce qu'il a diffusé. Donc, prenons garde, restons fermement établis sur la parole de Dieu, restons comme les Béréens, dans une attitude de vérification, non pas de vérification avec le doute et la suspicion permanente, mais tout simplement pour que nous puissions valider, étape après étape, tout ce qui nous est dit. Et si nous n'avons pas la capacité, nous, de le faire, comme le dit la parole de Dieu, et là je vous renvoie vers les 2 études mentionnées sur le chrétien et la politique, parce que là c'est plus large que la politique, et bien là, dans la parole de Dieu, il dit, bien, allez voir, comme on l'a vu tout à l'heure au début, allez voir quelqu'un d'expert dans le domaine et posez la question. Malheureusement, quand nous sommes face à quelqu'un qui est pris comme ça, qui est convaincu de la théorie du complot, nous avons affaire en général à des gens qui sont dans un schéma de ce qu'on va appeler la preuve irréfutable. La preuve irréfutable, je vais donner un exemple. Un homme rentre chez lui. Il a eu une séance de travail qui s'est prolongée et ils ont été, parce qu'ils étaient avec des clients, avec son entreprise, sont allés au restaurant. Il rentre un peu plus tard. Sa femme l'accueille et lui dit « Je suis absolument sûr que tu me trompes ». Donc lui va lui dire « Ah non chérie, je ne te trompe pas. Et la preuve, tu peux vérifier, avec mes collègues, j'étais au restaurant avec eux, et avec un tel, et puis avec tel client. » Et là, la réponse, c'est « Oui, mais si tu me trompais, pour me faire croire que tu ne me trompes pas, tu aurais dit à tes collègues de me dire que tu es allé au restaurant alors que tu n'y es pas allé. » Donc là, lui, il va dire « Attends, mais j'ai la facture du restaurant. » Et la réponse de la femme de dire « Oui, mais justement, tu as demandé à tes collègues de te donner la facture parce que tu n'étais pas avec eux, mais que tu leur as dit que tu étais avec eux. » Enfin bref, vous voyez, l'homme n'a aucun moyen de s'en sortir. C'est ce qu'on appelle un argument irréfutable. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun moyen. Et aujourd'hui, dans les théories du complot, eh bien, c'est la même chose. Vous avez des gens qui vous disent « Ah ouais, mais non, mais tous les arguments que tu me donnes, en fait, c'est des arguments parce que tu as eu ton cerveau lavé, parce que tout est faux.
à un moment donné, il faut juste arrêter. Il faut juste arrêter. Parce que il y a quand même des choses où Dieu nous a donné une intelligence. Nous devons réfléchir et arriver à la conclusion que tout est faux. Si vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, ce n'est pas la peine de discuter. Ce n'est pas la peine de discuter. Parce qu'on ne peut voir que ce que l'on veut voir. Et c'est là que les Béréens avaient une excellente attitude, c'est qu'ils étaient moralement honnêtes, ouverts, et intellectuellement honnêtes, ouverts. Gardons cet esprit critique, non pas critique dans le sens de dévastateur, de critiquer, mais cet esprit critique, de telle sorte à ce que nous puissions toujours nous baser sur la parole de Dieu pour vérifier si ce qui est dit est vrai. Et je finirai juste pour dire que, attention, parce que cet esprit de complotiste s'infiltre dans l'Église, ou maintenant même dans certaines églises, il y a le complot des responsables de l'Église. Et là, c'est grave. Et là, c'est grave, parce que ça va très très loin. Peut-être que le responsable ou les responsables de l'Église ne sont pas très droits. Ça, peut-être, j'en sais rien. Mais Dieu nous a donné des règles de fonctionnement et de réaction spirituelle qui ne sont pas du tout de l'ordre du complotisme. Et après, il y a des hérésies auxquelles nous devrions confronter ce même principe de précaution des Béréens. Et je pense par exemple à The Last Reformation, la dernière réforme de M. Torben. Une simple analyse biblique montre que ça ne tient pas du tout la route. Ça ne veut pas dire que tout est faux, mais ça veut dire qu'il y a de l'ivraie dedans, que ça amène à des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Restons fermement établis sur la parole de Dieu. Ayons une attitude telle que les Béréens, équilibrée, en cherchant par le Saint-Esprit la lumière de la vérité. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.